Dee. Ah, there you are. Welcome. This is the 4th annual Magazine Media Conference Magnify 2020. Welcome, and also welcome in my hometown. This is Antwerp. Antwerp in Flanders, in fact, even Corona capital of Flanders. Did you know that magazines can save you from Corona, that magazines maybe can stop the pandemic, the COVID-19? How? Well, just buy a magazine, open it, hold it in front of your face, and you have the perfect mouth mask. Yes, and you know what? In the meantime, while saving yourself from Corona, you can read something interesting in the magazine, which is, in fact, as we call it in Flanders, 2 flies in 1 clap. Now let me show you my favorite store in this beautiful city of Antwerp. This is it, the International Magazine Store. Look at this. This is the Walhalla, the Nirvana for a magazine lover like me. There's magazines all over the place, and there's many of them. We got gardening magazines. How beautiful. I don't even have a garden, but I like the magazines. Look at this. Travel magazines. Nobody is traveling, but the magazines are still there. Living magazines, stylish magazines. In the middle, this whole part are fashion magazines. They're made all over the world. In Japan, in Germany, in Holland and Belgium. Very well made. Look at this, how beautiful. Very well made, creative, beautiful pieces of art. Now there's something new happening in this area. Look at this. No more pictures taken. Because new people, young people, take pictures of the magazines and then, post them to send them to their friends, which is in fact a compliment for the magazines because they're so beautiful. Or is it illegal live downloading? Yes, there still are also a lot of newspapers at the magazine store. And when are the newspapers at their best? In the weekends, because they have a magazine inside of them. Look at that. I also like the funny magazines or the funny weeklies like Le Canard Enchaîné or Private Eye or Charlie Hebdo, or sometimes when magazines are funny without knowing it. This is the magazine called Parents, yes, but because of the layout, it reads penis. That's funny. What else do we got? We got the news magazines, local, international, French even, very local, Het Politieke. We got the science magazines. Look at that. Nice collection. Classical music. And you know what? They still exist, the porn magazines. Yeah, people still buy their porn in the form of a magazine. Nice collection. And now that I got your attention, our first speakers will be talking about attention, our attention for advertising in print or online. Their names are Bruno Lisse from Polaris and Bernard Kohls from Space. So please pay attention. In the meantime, I will read some economic magazines. Bonjour à vous, mon nom est Bruno Liesse de Polaris. Bonjour, moi c'est Bernard Kohls de Space. Alors pub, attention, alpha. Bruno va commencer à vous expliquer cela et puis on se retrouve dans quelques minutes. Alors tout d'abord, l'index alpha, qui est l'objectif de cette étude alpha, sert à quoi? Il sert à évaluer, comme le suggère déjà le titre, l'attention publicitaire et, à terme, de pouvoir optimiser les choix qui sont faits s'agissant des canaux. J'ai commencé par vous parler de l'attention en tant que telle, l'attention à la publicité. Je repasserai la main dans quelques minutes à Bernard qui vous expliquera ce que nous avons réalisé au niveau du marché belge sur le plan de la méthode. Et pour les premiers résultats que nous pouvons déjà partager, je vous retrouve ensuite pour parler des next steps puisqu'il y en aura. L'attention à la publicité, au départ, il faut dire qu'elle est relativement économique. C'est-à-dire que les gens ne recherchent pas la publicité, sauf certains passionnés que nous sommes peut-être tous,
Mais pour le reste, c'est une denrée rare et l'attention à la pub est en fait un challenge. Un challenge qui est pourtant essentiel parce que nous sommes exposés à plusieurs centaines de messages publicitaires et commerciaux par jour, plus de 10 000 par an. Et donc le cerveau va filtrer ce qui l'intéresse le plus. Ça c'est dans un deuxième temps, mais il fera attention à certains éléments plutôt que d'autres. Et donc non, quand vous avez diffusé une campagne de pub, vous ne devez pas croire que le job est fait. Il y a encore du travail pour évaluer l'efficacité réelle de votre campagne. Alors, soyons clairs, le cerveau humain a un potentiel limité. Nous avons des milliards de neurones, bien sûr, mais tous ne sont pas concentrés ni sur la publicité, ni sur l'activité cérébrale du quotidien. La plupart de l'énergie dépensée tous les jours est plutôt consacrée à la gestion du disque dur. Le disque dur qui correspond donc non seulement à de la mémoire passive, mais également à nos préférences, à notre histoire, à nos expériences. Et c'est l'ensemble de ces sentiments et de ces souvenirs qui vont nous amener à filtrer ce que nous regardons et ce que nous ne regardons pas, que nous y soyons exposés ou non. Et c'est ça qui est important, la qualité du contact. Morgenstern, qui est un nom qui évoque quelque chose pour la plupart d'entre vous et qui est surtout lié au facteur bêta, lequel facteur parlait de mémorisation, s'était aussi penché sur le facteur alpha qui, comme dans l'alphabet grec, précède le bêta. Il faut faire attention à un sujet avant d'avoir une chance de mémoriser et, comme je viens de le dire, au plus la qualité du contact est élevée, au plus on a une chance de mémoriser le message correctement. Après, l'apprécier ou non, ce sera variable en fonction de chacun. Variable parce que en fait l'attention est multifactorielle. Ça veut dire qu'elle est influencée par pas mal d'éléments extérieurs et aussi personnels, comme je viens de le dire. Il y a la force de la marque et la qualité créative, ou plutôt le travail créatif réalisé par l'agence, qui de nouveau est subjectif. Une publicité peut plaire à l'un et moins à l'autre, il faut en tout cas qu'elle plaise à la cible. Mais notre sujet, en tant que responsable de stratégie média et de média planning chez Space, était surtout de voir dans quelle mesure les canaux de diffusion ont une influence finalement sur le contenu, sa perception et sur l'attention, l'implication à ce channel. Après, vous avez l'état d'esprit de la cible, le moment de la journée, l'activité que la personne a au moment où elle s'expose à la publicité. Il est évident que tout cela va varier en fonction du fait que vous écoutez la radio en voiture ou à la maison, vous regardez de l'affichage à l'extérieur ou dans des réseaux intérieurs, et la façon dont vous lisez la presse peut être également variable. Comme indiqué, cette étape est, je ne vais pas dire la plus importante, mais la première, en tout cas, du Communications Funnel, qui lui-même se trouve à l'intérieur du Purchase Funnel. Il faut voir correctement un message pour avoir une chance de le mémoriser correctement, de l'apprécier et également de l'attribuer correctement à la marque. Sans attention, il n'y a pas d'impact réel et tangible. C'est donc une nouvelle currency, un nouveau KPI qui nous semble central à côté des indicateurs de performance qui ne font que confirmer la viewability, c'est-à-dire l'OTS, l'opportunity to see. Et on aimerait bien évidemment que cette opportunité se transforme en réalité. Voilà, alors comme promis, nous allons découvrir ensemble comment nous avons fait l'étude alpha, l'étude sur l'attention.
En fait, donc l'étude attention part d'un certain nombre de présupposés. On a vu l'attention, c'est un phénomène multiple, vraiment multifactoriel. Certains prétendent qu'il n'y a qu'une seule façon de l'appréhender, en passif, donc via des techniques assez particulières, incluant notamment du neuromarketing. Il y en a qui disent « Ah oui, mais baser une étude d'attention sur des déclarations, c'est baser quelque chose sur, finalement, des observations totalement artificielles. » Ok. Alors, parlons un tout petit peu de ce qui est réputé non artificiel. Donc, si vous voulez capturer l'attention en eye tracking, comme ici l'exemple de Lumen Research, enfin c'est le propre des études passives, vous devez d'abord recruter un panel. Vous devez faire en sorte que les panélistes download un logiciel particulier sur leur smartphone, sur leur ordinateur, qu'ils se mettent dans des conditions particulières pour observer les stimuli qu'on leur soumet, pas toujours totalement naturels d'ailleurs. Bref, il y a toute une série de conditions particulières, pas du tout real life, dans ce genre d'études. Et je ne parle pas évidemment des moments où on utilise également des lunettes style Google Glass. Pour le real life, on repassera. Bref, nous avons choisi, en tout cas dans un premier temps, d'utiliser quelque chose qui est peut-être pas real life, mais peut-être pas moins real life que d'autres, c'est-à-dire une étude déclarative. Alors, cette étude déclarative, elle a été confiée au bureau Accurate. Donc, ça a été une étude online qui a été réalisée auprès d'à peu près 2000 personnes, donc des répondants âgés entre 18 et 70 ans. Donc, on a rendu représentative de la population belge et ça s'est passé au début juin de cette année, donc c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps. Alors, on a étudié 11 canaux différents, on en verra le détail, mais donc il y avait du offline, il y avait du online. Première question posée, la fréquence d'exposition. Donc, finalement, êtes-vous exposé plus ou moins souvent aux différents canaux dont on va parler? Ça permettait de filtrer les non-utilisateurs ou, lorsque c'était nécessaire, les utilisateurs un peu trop peu fréquents. Puis alors, une question sur la perception de l'encombrement publicitaire, donc avec une échelle à 4 échelons, à 4 niveaux. Donc, est-ce que les annonces ou les pubs dans ce type de canal sont trop fréquentes ou ça va? Autre question donc sur la perception de l'intégration de la pub. Donc, dans ce canal, les annonces sont intrusives ou pas? Toujours avec donc une échelle à 4 positions. Enfin, la question sur l'attention. Lorsque je suis confronté à la pub dans ce canal, je suis très attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif. Et donc, en ce qui concerne le digital, on a fait la distinction entre l'attention à des banners et à de la vidéo. Alors, plongeons tout de suite dans les premiers résultats. Alors, donc sur le graphique ici, donc la partie gauche contient le détail des réponses sur l'attention, donc depuis très attentif jusqu'à pas attentif du tout. Donc pour chacun des canaux qui ont été étudiés. Donc comme vous pouvez voir, la proportion de très attentifs est évidemment marginale. On parle de 3% en moyenne. Cette proportion monte à plus de 9% lorsqu'on parle du cinéma. Et si on se reporte à la partie droite maintenant du graphique,
donc où nous avons cumulé les très attentifs et les plutôt attentifs, vous voyez que le cinéma est le grand gagnant du ranking, puisque donc il arrive de loin en premier, suivi par justement la presse papier, donc magazines et journaux, elle-même suivie par les chaînes de télévision. L'ensemble des canaux digitaux sont situés en fin du classement. En fait, donc ils présentent un déficit à peu près systématique d'attention. Il y a une exception, donc c'est le BVOD qui se trouve à peu près au milieu entre les radios et l'out of home. Donc BVOD, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Broadcaster VOD, donc ce sont les offres video on demand des publishers locaux, donc des TV d'ici, des TV belges. Alors, on avait le ranking sur l'ensemble des répondants. Voici maintenant un détail par groupe sociodémo, donc les francophones, les néerlandophones. Vous voyez une différence? Ben non, il y en a finalement très peu. En tout cas, les classements sont à peu près rigoureusement les mêmes entre les deux. Et donc, grosso modo, c'est pas la langue qui fait la différence. L'âge, donc les moins de 35 ans, les millennials, ça fait une différence. Oui, ça fait une différence parce que ces gens déclarent des niveaux d'attention systématiquement plus élevés que les autres. Des niveaux d'attention systématiquement plus élevés que les autres, quel que soit le canal. Donc ça veut dire qu'il y a un surplus d'attention, aussi bien sur le digital, donc qui est considéré comme le terrain de jeu des millennials, mais aussi pour l'ensemble des canaux offline qui ont été étudiés, avec donc des différentiels qui ne sont pas minces. Donc clairement, les jeunes ne sont pas moins attentifs par rapport à des canaux offline considérés traditionnels, mais donc ils se déclarent en tout cas généralement tout aussi attentifs, voire plus attentifs à la pub que leurs aînés. Alors on peut évidemment agréger ces résultats sur l'ensemble des canaux étudiés, donc ça c'est la partie gauche du graphique. Donc on a parlé les très attentifs, une moyenne de 3%, le reste plutôt attentif 13, soit un total de 16. Alors ce 16%, un répondant sur 6, monte à plus de 20% à partir du moment où on se focalise uniquement sur les canaux offline. Par contre, donc, en ce qui concerne le digital, on tombe à une moyenne de l'ordre de 12%. La partie droite du graphique agrège donc ce qu'on a appelé la vidéo locale, c'est-à-dire donc une combinaison de chaînes de TV et de broadcasters vidéo, donc VOD, c'est-à-dire donc la vidéo on demand des broadcasters locaux. Comme vous voyez, on monte au-delà des 16% en termes d'attention, alors que la vidéo en ligne et les banners sont à peu près, sont strictement au même niveau, de l'ordre de 12%. Alors, les patterns, les niveaux que nous avons observés via une étude déclarative ressemblent assez fort à ceux que l'agence média MyMedia en France a observés il y a plus ou moins 2 ans. Simplement, donc vous voyez leur niveau moyen par canal sont dans la ligne bleu clair, les nôtres sont dans la ligne bleu foncé, les nôtres sont en dessous. Pourquoi? Ça doit tenir à la façon dont l'attention a été capturée via une échelle à 10 positions chez les Français contre une échelle plus sévère chez nous à 4 positions. Mais grosso modo, comme vous voyez, les résultats sont strictement parallèles. Alors, parlons un tout petit peu du contexte maintenant. Donc, les questions sur la perception de l'encombrement, clutter. Eh bien, donc, ici, nous avons dans la partie gauche du graphique le détail sur les modalités de réponse. Donc, les pubs dans ce canal sont juste assez ou vraiment trop fréquentes. Alors, en fait, ce classement, donc, qui est agrégé sur la partie droite,
fait la part belle en fait aux médias presse, presse quotidienne, presse magazine, également l'out of home. En fait, les canaux qui se retrouvent en fin de classement sont audiovisuels, donc les chaînes de TV, les plateformes vidéo et donc les réseaux sociaux où donc clairement nos répondants trouvent les pubs trop fréquentes. Sur l'intégration de la pub, on reçoit à peu près des résultats comparables. Donc, ce sont toujours des résultats qui font la part très belle à la pub dans la presse, à l'out of home, et qui livrent des résultats pas très flatteurs, je dirais, donc pour les plateformes vidéo et pour les chaînes de TV. Et là, elles sont rejointes par le broadcaster VOD, donc l'ensemble de l'audiovisuel est assez mal noté par les répondants, donc sur cette variable de l'intégration harmonieuse de la pub. Et pourquoi parler de contexte? Eh bien, en fait, à partir du moment où les répondants trouvent la pub acceptable en termes de charge, en termes de fréquence et ou acceptable en termes d'intégration, eh bien ils ont tendance à être plus attentifs. Donc il y a une optimisation forte des coefficients d'attention à partir du moment où les gens trouvent la pub finalement acceptable ou bien intégrée. Et en fait cette optimisation elle est particulièrement forte sur les canaux audiovisuels. On parle des chaînes de TV, mais on parle également de la vidéo en ligne pour ceci. Enfin, dernier snapshot sur les résultats. Donc, nous avons croisé ici donc la fréquence d'exposition telle que déclarée dans la première question avec les niveaux d'attention. Et comme vous voyez, donc il y a une corrélation globalement négative entre les deux. Donc, les canaux à forte fréquence d'exposition, comme l'out of home, comme les chaînes TV, comme la radio, ont des scores d'attention proportionnellement plus faible. Donc c'est tout l'inverse du cinéma qui est le champion de l'attention, mais aussi effectivement d'une fréquence d'exposition assez faible. Et comme vous pouvez voir, donc la pub dans la presse occupe une place assez centrale, donc avec un bon compromis entre justement attention et fréquence d'exposition. Alors, où est-ce que tout cela nous mène? Je vais bientôt repasser la parole à Bruno. En fait, donc, l'attention, on l'a dit, elle est multifactorielle, elle est fluide, elle n'est pas toujours consciente. Donc, nous avons conscience, nous, d'avoir fait un premier pas dans la direction d'une approche globale de l'attention. C'est un premier pas. Nous sommes à l'intérieur d'un trajet dont nous avons aujourd'hui la première borne qui a été franchie, avec donc tout à fait la certitude que nous devons accepter justement l'incertitude dans ce rapport. En tout cas, à la suite de cette première mesure, nous pouvons dire que, à l'exemple d'autres études qui ont été faites ailleurs, donc on repère une très forte valeur d'attention sur les médias offline. On retrouve en fait un excellent compromis dans la pub imprimée, dans les médias imprimés, puisque donc on a des valeurs d'attention qui sont plutôt flatteuses et donc des données quant au contexte qui sont extrêmement positives.
On a repéré également une relation qui n'est pas linéaire, qui n'est pas totalement stable ni prévisible entre l'intrusivité, donc le propre des canaux audiovisuels, et l'attention. On a vu la TV est très mal notée sur l'intrusivité, sur l'intégration de la pub. Pourtant, elle sort pas mal sur l'attention, mieux que les canaux digitaux, qui sont pas toujours bien notés également, donc sur les notions clutter et intégration. Comme nos homologues français, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de différence d'attention déclarée entre les banners et la vidéo en ligne, ce qui est quand même a priori surprenant. Et enfin, donc, nous avons trouvé que, en ce qui concerne la vidéo en ligne, finalement, il y avait une différence marquée au niveau de l'attention sur le contenu local par rapport à l'international. Alors, comme Bernard l'a évoqué, nous avons franchi une étape importante, qui est la définition des indices d'attention sur base d'une méthode déclarative. On l'avait dit en début de présentation, les gens ne déclarent pas toujours ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font, déjà parce qu'ils sont sujets à l'influence de leur propre inconscient. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un s'il se fait influencer par la publicité, il aura tendance à dire non, et Dieu merci, c'est pas tout à fait vrai, parce que même inconsciemment, nous sommes un petit peu influencés par tout cela et par des éléments que nous voyons sans nécessairement nous en rendre compte. La neuroscience et des techniques d'études en neuromarketing peuvent nous permettre de compléter le travail pour voir quel est le véritable poids de certains paramètres sur notre attention. Et nous en ferons en quelque sorte une synthèse globale à l'arrivée entre le déclaratif et le passif, c'est-à-dire le subconscient. Alors, après les conclusions spécifiques des résultats de l'étude que nous avons réalisée, présentée par Bernard, il y a également des enseignements globaux par rapport à l'industrie publicitaire et du media planning. Le premier point, c'est que nous devons prendre conscience, malgré le fait que ça ne soit pas mesuré véritablement jusqu'ici, que le contexte et donc le canal, le média, influence sur la perception du contenu. Et donc tous les éléments contextuels liés aussi à ce média. Or, la plupart des plans médias et des stratégies médias n'intègrent pas ces facteurs qui peuvent aider à la décision. C'est une dimension supplémentaire pour les choix qui sont à faire et qui peuvent mettre en cause certains équilibres, comme au point suivant, l'équilibre entre le digital et les médias de masse plutôt push, où manifestement, si on devait tenir compte d'un facteur lié à l'attention, eh bien, certains touchpoints, comme on les appelle maintenant, pourraient remonter dans la part qu'on leur donne par rapport à d'autres qui captent plus difficilement l'attention publicitaire. Nous maintenons au point 4 que la situation d'une marque et la qualité subjective d'une créa doivent être évaluées au cas par cas par des brand trackers et par des post-tests. Le facteur de l'attention ne peut concerner que des éléments universels, ce que les marques et les créas ne sont pas. Enfin, il y a encore une étape supplémentaire que nous comptons couvrir dans les mois qui viennent, c'est de connecter nos analyses liées à l'attention avec les facteurs de mémorisation bêta, puisque les deux, supposément, vont ensemble quand on a une attention plus soutenue par rapport à un message, mais qui doit plaire et être compréhensible, eh bien, les facteurs bêta devraient suivre en parallèle. Voilà, donc j'espère que nous avons apporté déjà par cette présentation un éclaircissement sur notre travail, et puis d'autres éléments seront diffusés dans les semaines et les mois à venir au niveau du marché belge par rapport à ce travail. Vous savez où nous trouver, chez Space ou chez Polaris. Merci pour votre attention, c'est le cas de le dire.